Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de lecture et des derniers livres que j'ai lus. Il y en a 7. Il y en a 7 et je remonte aux 2 derniers livres que j'ai lus en 2020 et aux 5 premiers de 2021. Alors nous avons Un jour en décembre de Johnny Silver, Retrouve-moi avec un marque-page qui sort de Lisa Gardner, Le réseau Alice de Kate Quinn, Vic de Ragnar Jonasson, Mork de Ragnar Jonasson, La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie, Poirot quitte la scène d'Agatha Christie. Alors je vais suivre un peu un ordre chronologique mais pas totalement. Donc, je commence par Un jour en décembre de Josie Silver chez Charleston. Alors j'aime beaucoup les livres Charleston, je vous l'ai déjà dit, je me répète, quand vous passez votre doigt sur les livres, vous sentez les caractères, c'est un vrai régal. Ce livre existe aussi chez Pocket, voilà, c'est un petit livre avec une couverture verte, voilà. Ce livre, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux et ce qui m'a donné envie de l'acheter et de le lire, c'est les vidéos de Mrs. Beauclermont, que ce soit le vlog où elle en parlait ou une vidéo sur ses livres lus. Et voilà, de mon côté, j'ai vraiment eu envie de le lire. Alors, c'est décrit comme l'équivalent littéraire de Love Actually. Ce titre est un petit peu accrocheur. Derrière, vous avez le coup de cœur de Reese Witherspoon. Préparez-vous à être emporté dans le tourbillon d'une incroyable histoire d'amour. J'ai été complètement charmée. Eh bien, ça aussi, c'est une accroche marketing, mais je suis plus d'accord avec celle-là. Ce livre est fou. C'est l'un de mes coups de cœur de l'année. Il est fou parce qu'il est écrit d'une façon qui change énormément. En fait, donc ça s'appelle Un jour en décembre, vous n'êtes pas obligé de le lire au mois de décembre, on n'est pas vraiment sur une romance de Noël, puisque c'est une histoire qui s'étale sur 10 ans. Voilà, donc en fait on suit Jack et Laurie. Alors on commence par suivre Laurie, qui est dans un car, un car. Le car s'arrête un arrêt de bus. Et puis elle voit quelqu'un dans la rue, un homme qui lève les yeux vers elle. Et là, elle a un coup de foudre, sauf que elle est restée à sa place dans le car et que le car, il a continué sa route et que elle sait pas qui il est, mais en fait, elle s'est mise en tête de retrouver cet homme parce que elle a eu un coup de foudre instantanément. Voilà. Donc elle l'a recherché pendant de très nombreux mois. Et puis sa meilleure amie, c'est aussi sa coloc. Voilà, elle est une coloc très rigolote, à qui tout réussit, quelqu'un de très solaire, en fait, le genre de personne où on se sent meilleur à son contact. Enfin voilà, quelqu'un qui brille comme ça, tout en étant, sans forcément s'en rendre compte en fait. Enfin. Voilà, un peu le genre de personne qu'on aimerait toutes être. Non mais il y a un côté comme ça vraiment, donc voilà, sa coloc est comme ça, mais elles sont vraiment très très proches. Et puis il y a un jour, sa coloc lui dit bon voilà, là je suis avec quelqu'un, faut que je te le présente, vraiment, je pense que c'est l'homme de ma vie et tout, faut vraiment que tu le rencontres. Et puis c'est le fameux Jack dont Laurie était tombée amoureuse par un regard. Voilà. Donc l'histoire peut paraître très basique, mais la puissance de ce livre, c'est que l'histoire s'étale sur 10 ans. Et on ne suit pas minute après minute ce qui se passe, pas du tout. On suit un jour de temps en temps. Et donc forcément, je sais plus quel âge a Laurie quand débute l'histoire, mais sur 10 ans, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans la vie de Laurie. Je peux pas vous spoiler, mais en tout cas, il y a plein de choses qui lui sont arrivées, des choses bien, des choses moins bien. Elle, après 10 ans, elle a des expériences, surtout
je sais plus, elle a une vingtaine d'années au début. Bon bah voilà, c'est une dizaine d'années où on évolue beaucoup, on apprend beaucoup, on peut être marqué par des événements, on peut vivre des choses déjà difficiles, etc. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc forcément, au bout de 10 ans, elle change. Elle est forcément moins naïve, elle est un peu, comment dire, je vais pas dire abîmée par la vie, mais c'est quand même pas à ce point-là. Et il lui arrive des choses quand même vraiment dures, hein, mais bon, c'est... voilà, bon, elle arrive après ses 10 ans avec ses expériences et compagnie, et du coup, bah, on espère bien évidemment que Laurie et Jack se retrouveront à la fin, hein, voilà. Mais là, c'est mis occasion manquée. Et en fait, c'est vraiment... euh, on a l'impression que... ah bah il y en a un, bon bah là ce serait bien qu'ils se mettent ensemble parce qu'il y en a un qui est assez disponible et tout, puis pas l'autre. Enfin, il y a vraiment un truc... bon. En tout cas, il est très bien écrit et il est très 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 émouvant. Très émouvant. Je vous préviens. Donc je vous le conseille en tout cas un jour en décembre. Alors, pas tout de suite après, mais parce qu'entre-temps, je me suis calé un petit Ragnar Jonasson, mais peu de temps après, j'ai lu Retrouve-moi de Lisa Garner. Alors, Lisa Garner, j'en ai lu plusieurs, je les ai pas tous lus. Je suis pas une fan incontestable, mais j'aime bien. On est sur un thriller psychologique, ça lui convient tout à fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je ne lisais pas le livre et que je le posais, je réfléchissais dessus, je me demandais bien ce qu'allait se passer, voilà. Je l'ai pas lu très vite parce que c'était pas une période où j'ai pu lire très vite. Donc, enfin, quand je dis ça, c'est que j'ai dû le lire pendant environ, enfin ça m'a pris un peu plus d'une semaine, mais bon, je l'ai pas lu en 3 jours, même si il le mériterait quoi, enfin parce que c'est un livre où le rythme est assez rapide. Donc là, en fait, dans ce livre, on commence tout de suite, on rentre tout de suite dans l'histoire, c'est tout de suite très dur. On arrive tout de suite sur un massacre. Voilà, direct. Je veux dire, il y a pas, vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre, de vous mettre dans le bain de quelque chose. Voilà. Alors, il y a l'histoire en fait. Se passe à Boston avec une enquêtrice récurrente chez Lisa Garner. Comme je vous dis, je suis pas une fan incontestable, donc je vous dis ce que je sais, mais moi je ne peux pas vous affirmer que j'ai vu cette enquêtrice 50 fois. Donc c'est Didi Warren qui va enquêter sur une affaire vraiment difficile parce que on retrouve en fait dans une maison un, une famille, euh, une famille avec le papa, la maman, une fille, un fils mort, tué par balle. Et on sait que dans cette famille, il y a un troisième enfant, la fille aînée. Elle n'est pas là, elle n'est pas dans la maison. On la recherche. Potentiellement, ça peut être elle qui a fait... Enfin, forcément, les soupçons tombent sur elle. Et ils n'arrivent pas à la retrouver. Ils n'arrivent pas à la retrouver, mais ils voient qu'elle passe à certains endroits et ils arrivent, enfin Didi Warren et son équipe arrivent toujours trop tard. Voilà. Donc il y a un truc, qui est une sorte de course-poursuite, retrouve-moi, voilà. En plus de ça, il y a un autre personnage, Flora Dane, qui a priori était dans le tome précédent, qui elle a été marquée par la vie, par des atrocités et qui a retrouvé enfin, euh, bon, enfin, j'ai pas envie de trop vous en dire. Bon, bref, on retrouve ce personnage-là qui était présent dans Lumière Noire, il me semble, et d'après ce que j'ai compris, si vous voulez vraiment les lire dans l'ordre parce que vous avez envie parce que les thrillers psychologiques, ça peut vous intéresser, et si du coup vous voulez les lire dans l'ordre, je peux pas trop vous dire grand-chose sur l'histoire parce que ça va totalement vous spoiler le tome précédent. Voilà, donc en tout cas, il y a des choses très difficiles, très très difficiles.
c'est prenant, mais c'est prenant. Moi, ça m'a travaillé, ça m'a fait peur en tant que maman, ça m'a déchiré le cœur en tant que maman, parce que en fait, les fameux 3 enfants sont pas les enfants du monsieur qui a été tué. Ce sont des enfants, alors c'est bien les enfants de la maman, mais en fait, il y a aucun enfant n'est du même père. Et la mère a vécu des choses assez difficiles. Enfin, elle a vécu des choses assez difficiles. Disons que les enfants ont vécu des choses assez difficiles parce que la mère a été alcoolique et donc on va parler de famille d'accueil, etc. Et la loterie derrière ça, voilà. Et franchement, ça tord le cœur. Ça tord le cœur. Voilà. Donc, thriller psychologique. Voilà. Tout simplement, ça lui convient très bien. Alors après, 2 Agatha Christie. La mystérieuse affaire de Styles que vous voyez partout en ce moment, parce que on est beaucoup à lire ce titre dans le cadre du challenge Agatha Christie organisé par le compte officiel Agatha Christie, par l'héritier d'Agatha Christie, etc. En fait, dans le cadre du challenge, je vous renvoie vers ma vidéo Agatha Christie si vous voulez en savoir davantage. Dans le cadre de ce challenge, en très résumé, on a un thème par mois et on choisit un livre parmi tous ceux que Agatha Christie a pu écrire. On en choisit un pour qui peut entrer dans le thème. Voilà, le premier thème, c'est une histoire qui se passe dans une grande maison. Ce qui a été proposé par le compte officiel d'Agatha Christie, c'est de lire Le Vallon. De mon côté, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps dans le cadre du challenge organisé par Alexia My Book Vision. Et du coup, j'ai préféré lire pour ma part La mystérieuse affaire de Styles. C'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans, c'est le tout premier Agatha Christie. Quand je l'ai lu il y a 10 ans, je l'avais beaucoup aimé. Je me souviens que je l'avais beaucoup aimé, mais je me rappelais pas assez des détails. Et en fait, c'est le premier Agatha Christie, mais surtout, c'est le premier Hercule Poirot. Donc, elle a fait très fort. Elle a commencé direct avec ce personnage-là. C'est le capitaine Hastings qui raconte l'histoire. On est dans le schéma très confortable, très habituel des Agatha Christie. On se retrouve avec une mort par empoisonnement parce que... en fait, c'est un livre... si je ne me trompe pas, c'est un livre qui a été écrit en 1916, édité en 1920, quand je vous dis tout ça, c'est des souvenirs. J'ai toujours peur de raconter des grosses bêtises, mais il me semble. Hein, j'ai pas été revérifier juste avant mes sources, enfin pas mes sources en l'occurrence, mais vraiment ce que les sources auraient pu dire. Donc en fait, c'est un livre, elle a eu du mal à trouver un éditeur, donc sorti... peu de temps après la Première Guerre mondiale. Agatha Christie, pendant la Première Guerre mondiale, a travaillé un peu comme préparatrice un peu pas pharmacienne, elle n'était pas pharmacienne ni médecin, mais bon, voilà. Du coup, elle a dû manipuler des choses et ça a été sa façon de participer à la Première Guerre mondiale. Et ce qui en est resté derrière, c'est la mort par empoisonnement dans ses livres. Voilà, c'est original. Donc voilà, du coup, ce premier livre, j'avais vraiment très envie de le relire. Ça a été un régal parce que on tombe sur les toutes premières descriptions d'Hercule Poirot avec Hercule Poirot, donc avec ses côtés qui font très caricaturaux, avec son côté très exact qui va replacer des objets, avec son côté fier de lui, un peu prétentieux, voilà. Donc c'est un Belge, voilà, belge parce qu'il y avait des réfugiés belges près de chez Agatha Christie, donc voilà comment elle a trouvé son personnage. C'est un peu comme ça que Hercule Poirot arrive justement en Angleterre en tant que réfugié belge. Voilà, donc agréable à lire. Pour un premier Agatha Christie, enfin pour son premier livre, en fait,
Agatha Christie, ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle nous balade dans ses romans policiers. Et pour un premier livre, le tout premier, elle en a écrit beaucoup, elle arrive déjà à nous balader. Alors qu'on sait qu'elle a écrit jusqu'en 1970 et quelques, ce premier livre écrit avant les années 1920, déjà, avant d'acquérir toute sa maturité d'autrice, déjà celui-là, il tape fort et haut. Voilà, donc un vrai régal. Si vous voulez commencer par un Agatha Christie, commencez par le premier, tout simplement. Allez pas chercher plus loin, commencez par celui-ci. Ça vous permet de rentrer dans l'ambiance, en fait, de comprendre, enfin, de comprendre l'univers qu'elle a voulu créer, de vous imprégner des personnages, et puis ensuite vous irez taper sur le crime de l'Orient Express, sur le meurtre de Roger Ackroyd, mon préféré, sur 10 petits nègres renommés, ils étaient 10, rebaptisés peut-être, c'est peut-être plus le mot, voilà, sur ces chefs-d'œuvre, les vacances d'Hercule Poirot, voilà, sur ces vraiment ces chefs-d'œuvre, mais avant, commencez par celui-là. Déjà, vous rentrerez un peu dans le truc, quoi. Voilà, donc en tout cas, j'étais bien contente de l'avoir lu, et je voulais lire peu de temps après ce livre, Poirot quitte la Seine. Poirot quitte la Seine, c'est un livre qu'elle a écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que elle était chez elle à Londres, alors que Londres était bombardée. Et du coup, elle a voulu écrire 2 livres, un qui allait être le dernier Hercule Poirot et un qui allait être le dernier Miss Marple. D'ailleurs, je me suis trompée dans une vidéo, j'ai dit que Miss Marple mourait, mais ce n'est pas le cas, contrairement à Hercule Poirot qui meurt dans son dernier livre. Et donc, en fait, elle a écrit ces livres pour les laisser en héritage à son deuxième mari et à sa fille. Si je ne me trompe pas, Poirot quitte la Seine était pour sa fille. Si, voilà, les bombardements l'atteignaient, elle laissait ses manuscrits pour les êtres qu'elle aimait comme héritage. Donc écrit dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est sorti 1 an avant sa mort. En fait, ce qui s'est passé, donc elle est morte en 1976, ce qui s'est passé, c'est que, je crois que c'est en 1974, il y a eu l'adaptation de l'un de ses livres en film. Il me semble que c'était Mort sur le Nil, ce qui a totalement relancé en fait les livres d'Agatha Christie. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de succès, les gens lisaient, bon, elle en a écrit beaucoup, mais a priori, ça ne leur suffisait pas. Et puis, l'éditeur a dû trouver là qu'il y avait un petit truc et tout qui pouvait se faire, du style sortir un nouveau livre, ce serait quand même pas mal, parce qu'à ce moment-là, il se vendrait vachement bien. Sauf que Agatha Christie, elle arrivait dans les dernières années de sa vie, elle est décédée à 86 ans. Donc voilà, à ce moment-là, elle avait 84 ans, elle était fatiguée, elle était plus forcément capable d'écrire comme elle a pu écrire, hein. Donc là, on était quand même, vu le nombre de livres qu'elle a écrit, elle était à plus d'une histoire par an. Alors, elle a écrit un certain nombre, 60 et quelques romans, pas mal de nouvelles, etc. En tout cas, il y a 92 livres qui existent, soit des romans, soit des recueils de nouvelles, soit des pièces de théâtre qui ont été mises en livre. Et donc du coup, son éditeur lui a proposé de sortir Poirot quitte la Seine avant. Voilà, parce que là, elle allait plus en écrire, donc c'était la fin. Voilà. Donc Agatha Christie a fait mourir son personnage, elle a fait son personnage principal, bien évidemment, il y a Miss Marple, il y a Parker Pyne, il y a Mr. Queen, il y a, comment il s'appelle, Tommy et tu penses Beresford, voilà, bon, des personnages chez Agatha Christie, il y en a beaucoup, et puis il y a les personnages secondaires qu'on connaît tous, mais là, elle a voulu le faire mourir. Alors, j'avais lu quelque part, et j'ai voulu vérifier après, et je l'ai retrouvé l'information, mais j'ai eu du mal à la retrouver, que en fait elle voulait faire mourir son personnage pour qu'il ne soit pas réutilisé après, contrairement à Sherlock Holmes qui a été utilisé et réutilisé et réutilisé.
Depuis, les descendants d'Agatha Christie ont autorisé Sophie Hannah à reprendre le personnage d'Hercule Poirot. Alors, du coup, Agatha Christie, elle a eu une fille, Rosalind, avec son premier mari. En fait, Christie, son nom de famille Christie, c'est le nom de famille de son premier mari. Elle a été mariée après avec Max Mallowan, qui était un archéologue. Donc, Rosalind, c'est une fille qu'elle a eue pendant son premier mariage. Elle-même a eu un fils, qui lui-même a eu un fils. Mais autant je sais que Agatha Christie n'a eu qu'une fille, que la fille d'Agatha Christie n'a eu qu'un fils, mais j'arrive pas à savoir si le petit-fils d'Agatha Christie a eu plusieurs petits-enfants, dont l'un des petits-fils qui lui a repris le conte officiel, etc. C'est lui qui est derrière ça. Est-ce que du coup, il fait tout ça parce qu'il est tout seul, comme descendant, ou est-ce qu'il fait tout ça, mais il a des frères et sœurs, et en fait c'est lui qui a pris le lead dessus, je sais pas du tout. Voilà, donc en tout cas, lui, l'arrière-petit-fils, a autorisé Sophie Hannah à reprendre le personnage d'Hercule Poirot. Les livres d'Agatha Christie ont été vendus dans le monde entier par 3-4 milliards d'exemplaires. Voilà. Donc, en fait, je pense pas que ce soit une histoire financière derrière, de se dire, tiens, on donne les droits. Enfin, je pense que au niveau de l'héritage, on est pas mal là quand même. Donc, bon, je sais pas. Voilà, donc en tout cas, tout ça pour dire que c'est le dernier. C'est le dernier qu'elle a écrit pendant la guerre, même si il y a pas de période. Hein. De toute façon, dans les Hercule Poirot, on a beaucoup de mal à savoir à quelle période c'est. On a l'impression on est avec un personnage très intemporel, en fait, qui va traverser 50 années sans vieillir. Sauf là. Là, on ne sait pas l'année. Autant ici, on parle un peu de Première Guerre mondiale. On sait que ça se passe après la Première Guerre mondiale, mais là, on ne sait pas. On sait juste que la Première Guerre mondiale est passée, que la Deuxième Guerre mondiale est passée, mais il n'y a pas d'année. Il y a beaucoup de liens entre les deux parce que là, on suit Hastings qui nous raconte qu'il va dans le manoir de Styles pour aller voir un de ses copains, John Cavendish, qu'il connaissait quand il était plus jeune. Et en fait, c'est la mère de John Cavendish qui meurt. Ici, dans Poirot quitte la scène, on suit Hastings qui va au manoir de Styles. On le suit notamment dans le premier chapitre où il est dans un train, où il fait le trajet jusqu'au manoir de Styles et il se dit, la dernière fois que je suis venue là, j'avais l'impression, j'étais jeune et pourtant j'avais l'impression d'avoir tout vécu avec la Première Guerre mondiale. Maintenant, j'ai été mariée, ma femme est morte, j'ai eu 4 enfants, il y a eu 2 guerres mondiales, il a perdu... Enfin... vous savez, c'est un peu le truc de quand on vieillit, plus on vieillit et moins... Alors, pour certaines personnes, hein, il y en a qui vieillissent pas très bien et qui se croient durs comme fer à des trucs pas très intelligents. Je pense à des personnes que je ne peux pas citer, mais il y a des gens qui, en vieillissant, ne s'arrangent pas. Mais il y en a d'autres où... ou alors peut-être que c'est un cap, je sais pas. Mais il y en a d'autres qui, plus ils vieillissent, et moins ils ont de choses tranchées, en fait. Plus ils vont douter, plus ils vont remettre en question, plus ils vont se remettre en question, plus... Voilà. Et là, il est un peu dans cette phase-là, de se dire, voilà, quand j'étais jeune, j'avais j'arrive pas à trouver le mot. Pas des vérités, mais voilà, il avait des trucs dont il démordait pas. Maintenant, il a vieilli, la vie lui a appris des choses, et voilà. Et donc, en fait, il va dans le manoir de Styles à la demande de Hercule Poirot. Il sait pas ce qui va l'attendre là-bas. Il sait pas. Il va voir. Le manoir de Styles n'est plus tenu par la famille des Cavendish. On nous donne des nouvelles de tous les personnages sans nous révéler le dénouement. On nous parle, il y a une petite référence au crime du Golfe, etc. Mais on ne nous parle pas du dénouement. On va nous parler du mobile, on va nous parler des personnages, mais ça ne viendra pas spoiler. Donc vous n'êtes pas obligé, enfin c'est pas grave si vous le lisez maintenant et que vous ne connaissez pas toute l'œuvre d'Agatha Christie,
Voilà. De mon côté, je l'ai lu alors que j'étais vraiment très jeune, mais c'est pas ça qui est important, c'est surtout que je l'ai lu ça faisait partie de mes premiers Agatha Christie, et je suis très déçue d'avoir fait ce choix-là, parce que c'est un Agatha Christie très noir, avec une ambiance très triste. Poirot, il est faible, il a du mal à se déplacer, il est usé par la vie, usé par ce qu'il a pu voir, par les meurtres horribles, les raisons horribles, enfin les personnes avec un tel mauvais fond qu'elles sont prêtes à passer à l'acte de faire mourir quelqu'un pour leur propre intérêt. Enfin, y a vraiment, voilà, on lui fait plus. Il a, je vais pas dire perdu espoir, mais bon. Et donc, au niveau de l'histoire, c'est vraiment particulier. Alors déjà, parce qu'il y a cette ambiance particulière, donc on est dans le même lieu que le tout premier livre d'Agatha Christie. Voilà, le premier et le dernier Hercule Poirot se passent au même endroit. Mais donc on sait que c'est particulier, on sait que Poirot il est fatigué, et en fait il a demandé à Hastings de venir parce qu'il est Poirot. Il peut pas se déplacer comme il veut. Enfin, je vous fais en très résumé. Il peut pas se déplacer comme il veut. Hastings sera les yeux de Poirot, et Poirot, il peut se déplacer il peut pas se déplacer comme il veut, mais derrière, dans sa tête, ça fonctionne bien. Ses cellules grises vont parfaitement bien, et du coup, il a besoin d'Hastings voilà, pour l'aider un petit peu. Alors, ce qui est très très particulier, c'est que Poirot connaît le meurtrier. Voilà. Il appelle Hastings alors qu'il connaît le meurtrier. Il ne veut pas dire à Hastings qui c'est, mais il a besoin de son ami pour identifier la future victime et éviter qu'un drame ne se passe. Voilà. En résumé, c'est comme ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment un livre. Enfin. Je suis contente de l'avoir lu après La mystérieuse affaire de Styles. C'est pas mon préféré du tout, mais il est nécessaire pour clôturer l'histoire, quoi. Enfin voilà, il a un but, il existe pour une raison précise, et une raison peut-être bien différente de tous les autres. Donc je vous le conseille malgré tout, mais si vous lisez La mystérieuse affaire de Styles, vous pouvez vous amuser à faire ça parce que vous aurez tout déjà en tête, et vous pouvez vous amuser à continuer avec Poirot quitte la scène. Alors ensuite, enfin c'est pas ensuite dans l'ordre chronologique, mais dans les livres que je veux vous présenter, il y a Vic de Ragnar Jonasson et Mork de Ragnar Jonasson. Alors c'est toujours les enquêtes de Siglovjördur où on a le personnage principal qui est Arisor. Tout se passe à Siglovjördur, qui est un petit village au nord de l'Islande. Bon, avant de commencer à rentrer dans l'histoire, je vais vous dire le même truc que d'habitude. Il faut les lire dans l'ordre. Voilà, donc je les ai sortis pour vous montrer l'ordre. Parce qu'en fait, c'est une question, parce que je passe mon temps à vous dire il faut les lire dans l'ordre. Et donc la question d'après, c'est ok, mais c'est quoi l'ordre? Ma réponse, c'était va voir sur Wikipédia. Mais la réponse ne suffit pas, donc je vous donne l'info là. Donc moi, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Et l'ordre, c'est Snior, Nat, Sot, Vic, Mork. Et vous pouvez regarder au passage, vous voyez, je les ai en édition point. Les tranches, elles sont trop belles. Ça brille parce que en fait, c'est irisé. Vous voyez. Et les couvertures. Alors, là, celle-là, je l'adore, c'est ma préférée. Assez claire et tout. Là, je trouve qu'on est dans le même style, donc j'aime bien. Là, je trouve qu'ils se sont lâchés au niveau de la couleur, je sais pas. Là, j'aime bien, même si ça fait un peu style... Alors, c'est un phare, mais on pourrait penser à un grand building, ce qui ne doit pas être du tout en Islande. Et puis, celle-là, ça va, je l'aime bien. Bon, ils m'ont pas demandé mon avis, hein, mais si un jour ils me le demandent, voilà ce que je dirais. Donc voilà. Et en fait, c'est les cinq seuls qui sont sortis chez Point. Ragnar Jonasson en a écrit un autre qui n'a pas encore été traduit. Non, n'importe quoi. C'est faux ce que je veux dire. Si, il a déjà été traduit. Il est même sorti en exclusivité en France parce que ses livres marchent énormément en France. Et donc, pour pouvoir faire plaisir à son public français, il a sorti en exclusivité son livre d'abord en français. Ça se trouve, il l'a sorti avant même l'islandais, je sais plus. Je crois que c'est La Martinière qui sort les livres d'abord avant qu'ils sortent en poche chez Point. Et il sortira chez Point
en septembre. Ce qui marche vachement bien aussi, c'est la trilogie de la Dame de Reykjavik, où là, le tome 1 est sorti chez Point, le tome 2, pas encore, mais bientôt. En février, il y a le tome 3 qui sort et le tome 2 en poche. Mais moi, j'aimerais bien me faire les trois tomes en poche. Je suis pénible, hein. Voilà, donc même si j'adore Ragnar Jonasson, les enquêtes, et notamment les enquêtes de Siglufjordur, je veux pas acheter la suite en dehors de cette édition qui est canon, quoi. Alors, donc au niveau des histoires... oui, s'il faut les lire dans l'ordre, c'est parce qu'en fait, on suit Harrysor. Et Harrysor, il a eu sa vie personnelle et du coup, on le suit à travers ça. C'est pas... des fois, il peut y avoir un saut de 6 mois entre deux histoires, mais on arrive à rattraper et tout. Et je trouve que ça fait partie des livres. Il n'y a pas que, il y a pas que la partie roman policier. La partie roman policier, elle est bien, mais dans les premiers, elle est... Voilà, alors que plus ça va et plus le roman policier prend une belle place. Mais l'ambiance et puis la vie d'Harrysor qui est pas parfait, qui a un personnage qui a vécu beaucoup de choses difficiles et tout, qui a des petits démons, enfin c'est pas qu'il a des petits démons, c'est qu'en fait il peut paraître très gentil, mais on sait que il y a un truc où il peut démarrer vite parfois et il faut qu'il fasse gaffe. Mais bon, voilà. Et puis voilà, c'est un jeune policier qui a une belle intuition, qui pourrait monter en grade, mais ça se passe pas aussi simplement que ça. Donc voilà, il y a tout ça derrière. Au niveau des histoires, bon, j'ai un peu de mal. Celui-là, je peux pas trop vous parler de l'histoire parce que ça va vous spoiler ce qui va se passer. Alors, celui-ci est décrit comme des petits nègres. C'est pas faux, on est vraiment dans un huis clos. En fait, c'est une femme qui revient dans un village à côté de Reykjavik, qui est encore à côté de Siglufjordur, pardon, qui est encore plus un village que Siglufjordur. Elle revient là. Sa mère est morte en tombant d'une falaise. Sa petite sœur est morte peu de temps après en tombant d'une falaise. Elle-même, elle revient parce qu'elle a des doutes, des trucs, des machins. Elle revient et elle-même, elle meurt en tombant de la falaise. Voilà. En résumé, et donc là, je veux pas trop vous dire, mais voilà. Ils sont tous prenants. C'est des livres qu'on lit très vite. On est vraiment dans ce truc. Enfin bon, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les Ragnar Jonasson. Maintenant, je vais faire une pause. Et je sais qu'il y a un Camilla Grebe qui m'attend dans ma pile de livres à lire, que je voulais pas lire tant que j'étais pas arrivée au bout de la série. Enfin, en tout cas, au bout de la série chez Point. Ensuite, Le réseau Alice de Kate Quinn, qui est le dernier livre que j'ai lu. C'est un livre France Loisirs qui m'a été... Donc là, dans ce que je vous ai présenté, il y a Retrouve-moi qui m'a été offert par Albin Michel et celui-là qui m'a été offert par France Loisirs. Ce sont des livres que j'ai choisis. Donc voilà, et je donne mon avis comme je veux. On ne me met pas un couteau sous la gorge si j'ai pas aimé. En même temps, c'est rare que j'aime pas des livres. Je sais pas, je suis peut-être pas assez exigeante, j'en sais rien, mais globalement, j'aime bien ce que je lis. Mais après, il y a des coups de cœur, il y en a qui se démarquent. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. J'ai été très surprise par ce livre qui fait plus de 650 pages, dans lequel on rentre très vite, qui se lit très vite. C'est un livre très intéressant parce qu'il a une double temporalité. Et il me fait penser à la soif de livres et de liberté de Janet Skyline Charles, qui avait une double temporalité, Seconde Guerre mondiale 1984, Seconde Guerre mondiale à Paris, et puis au début de l'occupation allemande. Ici, on est sur une double temporalité et on va plus loin, double temporalité 1915 avec une espionne pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, mais en 1947, avec une Américaine qui vient en France et qui trouve justement la fameuse espionne. Voilà. Du coup, la double temporalité, c'est toujours une bonne idée parce que ça rythme bien, parce que c'est un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. Ça dynamise le truc. Donc là, en plus, et une double temporalité avec la Première Guerre mondiale et juste après la Seconde. Au niveau historique, c'est hyper puissant, c'est hyper intéressant, on apprend des choses et on apprend comment ont vécu les gens pendant ces deux guerres. On voit ce qui est compliqué, c'est bien écrit parce ça arrive à... C'est émouvant, donc voilà, le livre arrive à faire passer des émotions tristes souvent,
Voilà. Donc la partie espionne pendant la Première Guerre mondiale, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est tiré de vrais faits. Le réseau Alice a réellement existé. Il y a certaines résistantes, des espionnes qui ont vraiment existé. C'est pas le cas des personnages principaux, mais voilà, c'est génial parce qu'à la fin, l'autrice explique ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Les traits de caractère, elle a pris un trait de caractère pour son personnage principal de 1915 de son propre mari, donc elle explique quoi, etc. Donc voilà, très très intéressant par rapport à ça. J'aime beaucoup quand il y a une sorte de dénouement en fait, d'explication de ce qui est vrai, de ce qui est pas vrai. J'ai beaucoup appris, il y a des passages qui sont durs, on parle de choses qui se sont passées, ça tord le cœur, voilà. Donc je l'ai beaucoup aimé, vraiment un livre que je vous conseille, comme je vous dis, malgré le fait que ce soit un pavé, ça se lit vite, on est vite pris dans l'histoire. Donc moi j'ai été un peu surprise, je me suis dit waouh, je vais vraiment lire ce pavé? Bah oui, oui, et ça se lit bien. Donc je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez aimé Une soif de livre et de liberté, vous aimerez ce livre, même si dans Une soif de livre et de liberté, il y avait vraiment toute la partie amour du livre. Ici, on n'a pas l'amour du livre. D'autant plus que l'héroïne de la deuxième partie de l'histoire est plutôt une amoureuse des chiffres. Voilà, donc ça ressort un peu dans le livre par moment, de façon plus ou moins maladroite. Mais moi qui aime les chiffres, c'était assez agréable. Voilà, donc un livre vraiment intéressant si les guerres vous intéressent, et notamment le rôle de certaines femmes pendant les guerres. Et c'est très intéressant de voir aussi que bah, il n'y avait pas que les hommes. Voilà, on sait bien que les femmes derrière faisaient tourner le pays, ou voilà, se sont mises à travailler, faire des boulots dits d'hommes, entre guillemets, pour pouvoir assurer certaines choses. Et ben elles n'ont pas fait que ça. Il y avait aussi des espionnes, et puis on pouvait justement se méfier des femmes étant moins douées que les hommes, vous comprenez, donc certainement pas capables d'être espionnes. Donc c'est déjà un bon camouflage en quelque sorte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Allez, je vous souhaite de très bonnes lectures. Comme d'habitude, si vous en connaissez dans ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me donner votre avis, notamment sur celui-ci. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.